Oui, normalement. Je vais essayer directement. Entrez. Bon, vous avez laissé là. Jean-Jacques. Je dis, on fait un tour de vous. Et vous éloignez pas trop. Vous éloignez pas trop. Dalam dalawang
Il commence à déranger. Hein. Israël va pas vous filmer là. 68e programme de l'émission Université et Société. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir l'Université chrétienne internationale du Zaïre, une jeune institution universitaire du Zaïre qui a reçu son autorisation de fonctionnement par l'arrêté ministériel numéro 232/93 du 21 août 1993. Nous vous invitons sans tarder à découvrir le site et les différents locaux, laboratoires, bibliothèques, etc., etc. On coupe là. Bienvenue à l'hôpital universitaire de Kinshasa, à l'hôpital évangélique universitaire de Kinshasa. Je vais vous montrer ce que nous avons ici. C'est un des bureaux de consultation où nous avons docteur Ilunga. Nous sommes une université. Notre but principal est l'éducation. C'est ainsi que, ici chez nous, chaque médecin, quand il examine, nous émettons un étudiant. Parce que chez nous, nous éduquons par objectif. À partir de la première année, le médecin est entouré par des étudiants et les infirmiers. Nous avons avec nous ici des étudiants à partir de médecine. Ils sont en train de travailler avec le docteur Ilunga. Le docteur Ilunga est un médecin qui est dans le programme de spécialisation chez nous. Il va faire 3 ans suivant un programme détaillé par les Cleveland Clinics aux États-Unis. Devant eux, ils ont un malade. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans 3 mois, ils vont apprendre les cours de comment est-ce qu'on interroge le malade, mais maintenant, ils commencent à voir comment est-ce qu'on les fait de manière didactique. De l'autre côté, allez-y. Cette salle, c'est pour le médecin directeur. Nous avons équipé cette salle pour servir des médecins, des enfants, des pédiatres et des gynécologues. Nous avons mis une table pour les enfants et là une table gynécologique, mais qui sert aussi pour d'autres médecins. Et comme vous voyez dans chacune de nos salles pour les visites, nous sommes prêts ici pour recevoir un généraliste ou un cardiologue. Et très bientôt, c'est-à-dire que dans 1 ou 2 semaines, nous mettrons ici pour un ophtalmologue. Nos salles sont polyvalentes et nos médecins sont obligés de lire, parce qu'une partie de leur classe ici, ils doivent finir un programme de spécialisation. Il y a des livres que nous envoyons et après tout, nous enverrons aussi des vidéos qui seront suivies par la visite d'un spécialiste américain. Nous avons envoyé les noms à qui appartient ce bureau. Le médecin directeur est parti aux États-Unis pour 6 mois afin de continuer à nouer les relations que nous avons avec eux pour la transmission de la médecine tertiaire aux Zaïre.
ce que nous faisons ici, nous avons devant nous ici 2 étudiants en médecine. Chez nous, le but ici, c'est de prendre aux médecins ce que les microbiologistes ou les laborantins ou les pathologistes vont découvrir. Nous avons ici devant nous les laborantins expérimentés qui connaissent ce qu'on va voir. Les étudiants ont déjà vu avec les médecins ce qu'il a demandé comme examen. Après qu'il ait fait son examen, monsieur le laborantin, découvre quelque chose, montre ça à nos étudiants qui vont continuer à examiner la même chose afin de permettre aux étudiants d'être sûrs de ce que le laborantin va faire, qui leur permettra d'être partie de l'équipe un jour quand ils deviendront médecins. Ici, le matin, les étudiants viendront d'abord ici avant d'aller à l'école. Nous avons pensé qu'il fallait investir à acheter des microscopes qui vont leur permettre de voir plus qu'une clinique régulière. Ainsi, les étudiants seront en mesure de voir un peu plus qui est prévu. Ici, nous avons notre petite salle de soins où les infirmiers et les infirmières sont exposés aux mêmes choses que nous avons aux États-Unis. Ils apprennent à travailler en équipe avec les laborantins et les pathologistes et aussi à travailler en équipe avec les étudiants qui sont ici avec nos experts. Et nous avons pensé que même quand ce qui concerne les lits, il fallait qu'on ait le même système que nous avons aux États-Unis. Par exemple, ici, quand on doit monter ou remonter les malades, c'est que nous avons pensé faire qu'il fallait que nos lits répondent aux conditions du monde occidental. Nos infirmières apprennent les mêmes techniques de soins que ceux de la Suisse ou des États-Unis ou du Canada, afin de garantir que nous, en tant qu'université, nous serons les leaders dans le domaine de la médecine dans ces pays. Et nous raison que non seulement que nous investissons dans ce domaine, mais nous faisons un effort à ce que nos gens aient les mêmes techniques de soins que leurs collègues des États-Unis, du Canada ou de la Suisse, les 3 pays avec lesquels nous collaborons dans le domaine de transfert des techniques de soins infirmiers et soins hospitaliers. Attention, à la droite, lentement. Ceux qui croient à une éducation par objectif, quand nos médecins examinent les malades, nous y plaçons une fois de plus un étudiant qui voit ce que les autres font. Ils travaillent ensemble, la main dans la main, les infirmiers, les docteurs et les étudiants, afin que l'équipe médicale devienne une équipe efficiente et une équipe qui travaille ensemble et collabore pour le bien-être du malade. Ici, dans cette salle, nous avons 2 malades où le docteur examine, assisté par l'infirmière et observé par l'étudiant. De l'autre côté, il y a un étudiant qui prend déjà les signes vitaux, afin que quand le médecin arrive pour examiner, les signes seront vus, mais aussi ça permet à nos étudiants de pratiquer, de pratiquer les techniques que la femme qui vient de rentrer de Suisse venait de leur apprendre. Ici, ils vont apprendre les techniques de soins, comment est-ce qu'on prend les signes vitaux des malades, tout en permettant que l'étudiant devienne de plus en plus souple aux malades. Parce que chez nous, à partir de la première année, l'étudiant est exposé aux malades et son éducation est centrée vers le malade, puisqu'il deviendra le médecin. Nous croyons à un mariage entre l'école et l'industrie. C'est parti, hein? C'est la salle d'hospitalisation des hommes.
Les étudiants en médecine, comme les étudiants en sciences infirmières, nous avons une infirmière étudiante et un médecin à devenir étudiant qui ont déjà appris les techniques de soins. Dans cette salle, il n'y a pas encore d'hommes, mais ils sont en train d'apprendre comment est-ce qu'on fait les lits, comment est-ce qu'on les fait et qu'est-ce qu'il faut anticiper quand les malades vont venir. Et comme je disais, c'est la salle d'observation des hommes. Nos étudiants, comme nos étudiantes en sciences infirmières et en médecine, ont déjà appris les techniques de soins avec la madame professeure suisse qui était ici, qui est rentrée, et elles vont maintenant pratiquer ce qu'ils ont appris. Alors ici, ils sont en train de se préparer pour les malades qui seront internés ici. De l'autre côté, nous avons les appareils que nous voulons que tous nos étudiants en troisième apprennent ce qu'on fait avec les appareils, avec la technologie. C'est-à-dire que le transfert de la technologie en médecine chez nous, c'est une priorité. Nous avons beaucoup investi à ce qui est équipement. Nous pensons qu'une partie fondamentale de l'éducation en médecine, c'est que l'étudiant arrive à pratiquer et à voir la technologie moderne. Comment est-ce qu'on l'utilise? Et nous pensons que chacun de nos étudiants en troisième doit savoir déjà manier le minimum d'équipement médical qui sert de diagnostic. Nous sommes ici devant la salle des femmes, nous allons interner les femmes. Une fois de plus, nous préparons nos étudiants à recevoir ces femmes dans les conditions honorables. Ils ont appris ceci avec une femme suisse et ils pratiquent ce qu'ils ont fait. Ma salle la plus intéressante, c'est la salle des enfants devant nous ici. Je voulais vous parler d'abord des photos qui sont au mur. Il n'y a que deux lits ici qui représentent. C'est une photo de Norman Rockwell aux États-Unis qui nous a été donnée par notre hôpital affilié, les Cleveland Clinics, dans l'État de Ohio. Ici, vous voyez au mur le médecin qui est en train de soigner quelqu'un. Il y a un petit enfant qui est prêt de recevoir l'injection, dont les parents ne sont pas présents et l'enfant est en train de regarder les diplômes du docteur. Et le docteur qui est distrait en train de faire autre chose dans une salle qui certainement n'est pas la plus préparée pour des injections. C'est une satire qui voulait montrer qu'au moment où les États-Unis traversaient la crise et aussi avaient des problèmes sévères, que même la médecine a oublié la déontologie médicale. De l'autre côté, c'est encore Norman Rockwell qui représente les enfants qui regardent le soleil. C'est la dernière chose que les enfants doivent voir avec leurs yeux. Mais vous voyez que devant eux, il y a un petit chien qui est du moins intelligent, qui a refusé de regarder le soleil et qui a refusé de manger ce qu'on lui présente. Ça montre qu'à un certain moment, les États-Unis même avaient des problèmes sérieux, économiquement, socialement et même culturellement. Et les Zaïre, nous traversons certains problèmes, mais nous pensons que les solutions proviendront de chacun de nous de contribuer un à un. À l'ICIS, nous croyons que cette salle des enfants va nous rappeler l'importance de la contribution d'un individu. Et ici, nous voyons un étudiant qui travaille avec une infirmière. Une fois de plus, c'est pratiquer ce qu'ils viennent d'apprendre déjà. Et ces médecins connaissent déjà que maintenant, il faut qu'il y ait un contact permanent entre les médecins et l'infirmière. Et les deux sont partis d'une équipe. C'est un travail d'équipe qui vont promouvoir à la santé de notre peuple. Et une fois de plus, ici, nous avons notre pharmacie et notre dépôt pour l'équipement et la marchandise, c'est-à-dire que les médicaments. Nous avons des appareils qui doivent monter ici. Nous attendons l'ingénieur qui viendra les installer des États-Unis. Et nous avons une pharmacienne qui est formée en pharmacie, mais nous l'associons aussi avec une étudiante de l'autre côté. Comme ça, ils travaillent ensemble en équipe
Et l'étudiante s'informe déjà de certains produits. Avant même qu'elle ait les cours de pharmacologie, nous l'avons déjà exposé à ce que nous avons ici, afin qu'un jour, quand elle va travailler comme médecin, elle saura ce qu'elle a appris, qu'elle a vu ici. Nous voulons qu'elle ait les didactiques et puis la théorie. Une fois de plus, le mariage entre l'industrie et l'université. Nous pensons qu'il ne peut pas y avoir un hôpital sans... Faites semblant de regarder. Nous avons également équipé notre hôpital de médicaments afin que quand les malades arrivent ici, ils vont trouver les médicaments qu'ils ont besoin, ils vont trouver tout ici. Une fois de plus, même ici, nous formons nos étudiants et nos étudiantes de comprendre ce que nous avons. Nous avons associé la madame pharmacienne avec une étudiante en sciences infirmières afin que l'étudiante soit exposée aux médicaments que nous avons et que sache déjà qu'être infirmière, c'est travailler en équipe avec d'autres personnes de la vocation du santé. Nous sommes en train de monter les centres de diagnostic peut-être les plus modernes de la ville. Et dans cette salle, nous y mettrons l'échographie. L'appareil devant vous, c'est l'échographie que nous avons utilisé pour la maternité. Et nous allons mettre le scanner et aussi la rayon X devant. Nous avons employé la compagnie Picker. Cet appareil nous a été confié par nos collaborateurs de Cleveland Clinic qui veulent que nous ayons les mêmes outils de diagnostic avec eux, afin que quand nos médecins travaillent, ils vont travailler avec un même dénominateur commun. Et cette partie ici deviendra la maternité. Nous allons vous montrer à l'extérieur ce que nous allons mettre comme la maternité de l'hôpital et de l'école. Et nous voulons que nos étudiants comprennent par exemple qu'est-ce qu'on fait avec l'échographie. Nous avons un appareil un peu plus grand que les autres. Nous voulons qu'ils apprennent à faire parce que nous sommes une université où ils peuvent utiliser ce qu'ils font aussi pour la recherche clinique que nous voulons pousser pour nos docteurs et nos étudiants en médecine. Vous êtes ouvert à la bibliothèque? Non, pas encore. Start. This is a Wang mini computer system. It's capable of handling 32 users at once, or terminals at once. Ici, nous avons un cerveau d'ordinateur qui peut prendre 32 étudiants à la fois. See, these are disk drives. This is the tape drive. Bon, ça, c'est contre les disques et ça contre la cassette. We have several of these laser printers, which we're trying to interface with other computer parts of the school. Nous avons beaucoup de lasers, d'imprimantes à la laser que nous sommes en train de mettre pour les autres aussi. And in here there are various other parts for the Wang mini computer system. À l'intérieur ici, nous avons beaucoup d'autres parties d'ordinateurs qu'on est en train d'installer pour ces ordinateurs ici, afin que tout le monde ait quelque chose. Oh, okay. Well, we have several terminals back here for connection with this Wang mainframe or mini computer system. Nous avons beaucoup de terminals qui peuvent aller avec ces ordinateurs qu'on est en train d'installer. We also have many parts for interfacing these terminals with other computers. Et avec ça, nous pouvons aussi mettre ces ordinateurs en communication avec d'autres ordinateurs. Devant nous, c'est notre ami et collègue Jake Ritero, qui est un ingénieur de l'Université de Genève aux États-Unis. Il est dans une université qui collabore avec nous. Il a été envoyé ici afin de travailler un programme de collaboration avec nos étudiants et installer nos ordinateurs. Il est en train de travailler sur la programmation C que nos étudiants sont en train de faire. Quand je vous parle, nos étudiants sont en train d'informatiser l'université et l'hôpital. Mais Seja a étudié là où moi j'avais étudié et est venu ici faire avec les Aïrois ce qu'eux pensent qui crée un dialogue transcontinental. Jacques, c'est un jeune ingénieur qui venait de faire ses premiers mois de stage aux Zaïre avec nos étudiants.
peux expliquer, hein, ils sont venus ici. Oui, ça va. Allez-y. Nous sommes dans la salle de programmation où nos étudiants en mathématiques et informatique sont en train de faire un programme pratique. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'informatiser l'université et ils sont en train aussi d'informatiser l'hôpital. Ces appareils nous ont été donnés par l'Université de Geneva College aux États-Unis, qui est un collaborateur, d'où notre ingénieur est venu. Il est un stagiaire de là qui était envoyé par le professeur Pickenton, à qui nous sommes très reconnaissants, qui a donné ces appareils afin que nos étudiants ici à Kinshasa vont avoir la même formation que les collègues qui sont en Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique. Étant une université internationale, nous avons mis l'accent sur la transmission de l'information par vidéo aussi. Cette salle est une salle de vidéo. Nous avons réparti chacun de nos étudiants au groupe de 12. Au groupe de 12, ils viennent soit voir les cours d'anglais, soit voir les cassettes. Dans cette salle, par exemple, nous sommes ici en train de montrer ce qui se fait à Guatemala, en Amérique centrale, où notre professeur de développement rural est en train de montrer aux étudiants de ce département ce que les autres font en vue de développer leur pays. Vous voyez que ce que nous voulons faire ici, c'est de permettre un certain dialogue intercontinental qui permettra à nos étudiants de voir la réalité de ce qui est fait ailleurs. M. Ingrenet, notre conducteur de travaux en développement rural, est en train de montrer aux étudiants, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'énergie solaire. Et nous, ici, à l'université, nous sommes dans un projet de formation où nous allons produire, à partir de l'université, l'énergie solaire pour nos étudiants. On les prépare pour cette production et déjà nous leur montrons ce qu'on fait. Et nous savons que ce n'est pas quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très facile que tout le monde peut faire et nos étudiants vont collaborer à travailler sur l'énergie solaire dans les pays. Nous formons des techniciens en énergie solaire et des volontaires des pratiques commerciales pour petites entreprises et le développement de programmes. Les volontaires et les techniciens formés par l'ENERSOL ont joué un rôle clé dans le commencement. Dans cette démo, pour nous, ça ne fait aucune satisfaction. Cette salle nous sert de salle de technique où les étudiants apprennent soit l'anatomie ou l'informatique. À ce moment-ci, nous avons des étudiants qui sont en train d'apprendre l'informatique parce que chez nous, nous sommes sûrs, nous croyons que chaque étudiant de l'université aujourd'hui doit être littéraire en informatique. Ainsi donc, tous nos étudiants sont exposés en informatique. Quand ils viennent chez nous, à partir du 3e jour, nous les mettons au groupe de 12 où ils apprennent à pratiquer l'informatique, où ils apprennent à parler l'anglais et parfois aussi viennent dans cette salle pour apprendre l'anatomie. Dans cette cours, nous avons Madame Ondame, qui est notre institutrice de l'introduction aux ordinateurs, est en train de montrer aux étudiants ce qu'on fait pour les ordinateurs. Le but qu'on veut atteindre est simple. C'est enlever la course aux étudiants et savoir que l'ordinateur, c'est un de leurs partenaires du monde civilisé d'aujourd'hui. Ainsi donc, nous pensons que chez nous, l'anglais, l'informatique et les techniques sont une partie importante de notre éducation. Bien que nous exposons les étudiants aux malades dès les premiers jours, nous pensons qu'avant qu'ils touchent les humains, nous amenons dans un laboratoire où ils pratiquent les choses. Ici, il y a l'enfant, là, il y a la femme.
Et nous avons beaucoup investi quant à ce qui concerne les mannequins. Nous avons au moins une dizaine de mannequins. Ici, par exemple, de l'autre côté, je vous montre les mannequins qui vont nous servir pour les soins des femmes, les soins des enfants, la chirurgie, l'arrangement des plaies, et ainsi de suite. Les étudiants sont exposés à quelque chose de réel, mais qui n'est pas encore les humains, afin de ne pas rendre les hommes comme des cobayes. Voilà donc ce qu'on a ici. Bien. Nous avons pensé qu'on ne peut pas voir une université sans qu'on fasse un investissement dans le livre. Nous avons commencé par avoir notre bibliothèque bien équipée. Dieu nous a donné déjà une bonne quantité de livres où nos étudiants de temps en temps fréquentent. Comme vous avez remarqué, notre école est bilingue et la majorité de nos livres sont aussi bilingues, en anglais et en français. Nos étudiants en troisième, en deuxième peuvent déjà lire en anglais et comprendre. On essaye de forcer afin que tout le monde qui entre en troisième soit en mesure de suivre la lecture soit en anglais ou en français. Et nous louons le Seigneur avec ce qu'il nous a donné, les livres, et nous louons aussi le Seigneur avec ce qu'il nous a donné aussi la place pour les garder. Et nous avons une bibliothèque qui va se développer à être importante au pays. Comment trouvez-vous les conditions de travail à cette université? Pourquoi avoir choisi le supérieur? C'est tout. Nous sommes aussi bénis par la collaboration de nos universités sœurs aux États-Unis qui nous envoient les cours dans les vidéos. C'est-à-dire que les mêmes cours donnés par les professeurs qui ont été captés aux vidéos afin que nos étudiants voient la réalité de ces cours comme donnés par les professeurs. Ce qui garantit une fois de plus une certaine égalité dans le cadre de l'enseignement que nos étudiants ont eu ici par rapport à leurs collègues ou bien des États-Unis ou du Canada. Et de l'autre côté, vous voyez les livres d'anglais. Nous pensons qu'on a mis l'accent sur l'anglais chez nous et nous voulons forcer à tel point qu'à la fin des études, chaque étudiant ici aura passé l'examen de TOEFL. Nous sommes la seule institution en Afrique centrale qui a le droit de donner l'examen de TOEFL à l'université. Nos étudiants participent. L'examen qui se passe à l'ambassade, nous le donnons à l'école pour permettre qu'ils aient la chance de pratiquer ceci. Et ils viennent de temps en temps étudier, lire ce que nous avons ici à la bibliothèque, explorer ce que nous avons. On a mené le livre de manière stratégique que progressivement, les étudiants auront les livres qu'ils ont besoin et les études qu'ils ont besoin pour étudier. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes étudiant à l'Université chrétienne internationale du Zaïre. Votre université compte 3 facultés, la médecine, faculté d'économie. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Mon nom est Blaise Kanga. Vous êtes étudiant à l'Université chrétienne internationale du Zaïre. Votre université compte 3 facultés, faculté de médecine, faculté d'économie et développement, et la faculté des sciences. Vous êtes dans quelle faculté? Je suis à la faculté des sciences, mathématiques et informatiques. Alors dites-nous quelles sont les conditions de travail au sein de cette université et spécifiquement ce qui vous concerne au sein de votre faculté. Les conditions de travail sont en général bonnes. Je suis au niveau de ma faculté, disons. Nous nous organisons de la manière suivante. Les cours se donnent durant 3 mois. Et les examens sont de façon présentée ou donnés chaque fin de mois.
Et ce qui nous permet d'étudier les cours, de suivre les professeurs chaque fois et ça nous permet de maîtriser mieux la matière. Donc je peux dire que les conditions sont très bonnes. Et le support didactique, c'est-à-dire bibliothèque, laboratoire, tout y est. Il y a des livres pour la plupart en anglais et comme on nous forme aussi en anglais, ça nous arrange. Mais évidemment, nous faisons un effort pour essayer de nous documenter le plus possible. On n'a pas tout, mais on a déjà une bonne partie. Et le matériel, puisque je suis en informatique, il y a des ordinateurs qu'on utilise. On vient d'installer un réseau d'ordinateurs liés à une mémoire centrale et des terminaux. Et au niveau des mathématiques informatiques, nous sommes en train de concevoir un programme pour l'informatisation de l'université. Un programme qui nous permettra de faire un fichier pour étudiants, qui nous permet de retrouver les données académiques de chacun des étudiants. Oui, voulez-vous rappeler à l'intention des téléspectateurs, vous êtes en quelle année? Vous êtes combien dans votre promotion? Pour le moment, je suis en deuxième année. Vers la fin de la deuxième année, en janvier, je commence la troisième. Mais dans notre promotion, nous sommes une quarantaine. Oui. Mademoiselle, comment vous vous appelez et vous êtes en quelle fac? Je m'appelle Janine Singa, je suis à la faculté d'économie et de développement, section hautes études commerciales et gestion. Alors pourquoi avoir choisi l'Université chrétienne internationale du Zaïre et pas les facultés catholiques ou l'Université de Kinshasa? J'ai choisi l'Université chrétienne internationale au Zaïre parce qu'il y a la faculté d'économie et développement qui me permet d'être licenciée en hautes études commerciales et gestion. Et l'ambiance, le travail ici, comme étudiante? Le travail comme étudiante au sein de l'Université chrétienne internationale au Zaïre est très bon parce que ici, nous sommes bien équipés dans le laboratoire d'anglais. L'étudiant de l'UCIS est censé de connaître l'anglais et nous sommes vraiment bien équipés concernant le laboratoire et en plus de cela, tout étudiant de l'UCIS est censé de connaître à manier l'ordinateur et nous avons aussi le cours de l'introduction à l'informatique. Donc vous recevez une formation polyvalente. Et vous êtes en quelle année vous? Je suis de la première promotion. Combien êtes-vous? Les nombres, en tout cas, je ne sais pas, même 57. Et mademoiselle? On m'appelle Liliane Tunda. Je suis haute études commerciales. Pourquoi avoir choisi l'Université chrétienne internationale et pas une autre institution universitaire? Par sa réputation, son équipement. Je ne sais pas. Monsieur, vous êtes en médecine. Je suis en médecine, on m'appelle Ambanga Wala. Alors, je suis ici depuis à peine une année. Je termine ma première année au mois de janvier. Quelle première année? Première année de graduat. De graduat, oui. Alors, pourquoi avoir choisi cette université et pas une autre? Voilà, merci. J'ai choisi l'Université internationale chrétienne ici parce que j'ai vu qu'ici, je peux être capable de travailler sur l'ordinateur, de travailler aussi comme... Parce que maintenant, nous voyons quoi? Le monde évolue. Comme le monde évolue, l'ordinateur prend de plus en plus la place. Et nous voyons aussi l'anglais est très important. Ici, l'anglais, l'ordinateur, et tout se fait comme ça. J'ai trouvé que c'était bon de venir ici. Et en ce qui concerne l'encadrement pédagogique, parce que dans des vieilles institutions universitaires, on trouve énormément d'étudiants, parfois qui ne sont pas très bien suivis par leurs professeurs. Et ici, quelle est la situation? Voilà, cette situation est vraiment réglée parce que nous avons un nombre d'étudiants suffisant, un peu réduit aussi. Ceci permet à tout professeur de suivre chaque étudiant d'une manière un peu, je dirais quoi, d'une manière suivie. Ça permet aussi à ce que toute personne qui est ici puisse évoluer normalement, puisse être suivie. Et vous, monsieur? Bonjour, je m'appelle Kabamba, je suis étudiant en médecine et En quelle année? je suis en deuxième, c'est-à-dire je suis de la première promotion. Alors, c'est-à-dire que j'ai choisi cette université parce que, premièrement, la façon dont on m'avait présenté les choses ici m'avait énormément plu. Alors, on m'avait parlé d'une sorte d'éducation par objectif. Et éducation par objectif, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que quand vous venez ici, directement, vous voyez ce que vous allez devenir, quoi. Directement, vous voyez déjà médecin. Ainsi, nos cours sont donnés dans cette optique-là, quoi. Par exemple, quand chaque jour,
nous assistons, nous avons des séances au niveau de la clinique. Et quand le médecin ausculte, nous sommes avec lui. Quand nous allons au laboratoire, nous avons par exemple étudié quelque chose dans la salle des classes. Quand le médecin est là, nous sommes avec lui et nous... Enfin, ce que nous avons suivi et nous pouvons le vivre quoi, sur place. Quoi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, actuellement, nous avons des cours de microbiologie, des pathologies et des cours de physiologie. Et nous pouvons suivre ça très facilement grâce à la clinique que nous avons ici. D'accord. Mais à vous entendre tous parler, on dirait qu'à votre université, les problèmes ne se posent pas. Les étudiants n'ont pas de revendications, dont tout marche comme sur des roulettes. Je ne sais pas qui d'autre peut prendre la parole. Il y a quelqu'un qui fait le développement là. Je peux dire que... Vous n'avez pas de revendications ici. Bon, d'abord, je me nomme David Gaziala. Il y a des problèmes, comme dans... Vous aurez ajouté, hein, regardez, vous avez écouté votre collègue là. Si vous avez un complément d'information, vous allez parler. On y va? Bien. Oui, je me nomme David Gaziala. Je suis de la première promotion. Je suis donc à la fin de la deuxième année. Au mois de janvier, je serai en troisième. Pour ce qui concerne votre question, je pense que le problème ne manque jamais. Mais ce qui est là, c'est la façon dont on gère le problème pour chercher des solutions. Les problèmes sont... moi, je te parlerai par exemple le problème des étudiants, parce que moi, je suis étudiant. Nous avons certains problèmes qui concernent les locaux, mais je crois que l'université... C'est-à-dire, soyez concret. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de choses à l'université. Alors, l'espace ne permet pas que nous puissions être directement éparpillés, mais l'organisation de l'université fait qu'on puisse répartir les étudiants en groupes pour qu'on puisse travailler. Autrement dit, vous n'avez pas suffisamment de locaux, mais nous voyons que l'université est en train de se développer. Il y a beaucoup de locaux en construction, mais pour l'instant, c'est le problème qui se pose. Il n'y a pas suffisamment de locaux, c'est ça? Il n'y a pas suffisamment de locaux parce qu'il y a beaucoup de demandes, vous voyez. Alors, mais l'université s'organise. Vous voyez, vous avez vu là-bas qu'il y a déjà des salles qui sont en train d'être construites. Et je peux encore dire que néanmoins, c'est ça qui me paraît comme un grand problème. Et aussi les problèmes d'intégration d'étudiants qui viennent pour la première fois à l'université. Ils ne s'intègrent pas facilement, mais avec la facilité et l'accueil des étudiants, je pense qu'avec le temps, ils sauront s'intégrer et pouvoir se familiariser avec le milieu universitaire. D'accord. Mademoiselle, vous faites également les hautes études commerciales. Parlez-nous un peu des enseignements de vos professeurs. Bon, je me nomme Anto Zama, je fais les hautes études commerciales, je suis de la 3e promotion. Le cours se passe bien, les professeurs sont réguliers. Nous commençons de 8h30 et on termine à 17h. Et les TP? Le TP, bon, on a commencé, on n'a pas vraiment fait beaucoup de TP, mais ça marche. Alors maintenant, on peut savoir qu'est-ce que vous payez ici comme frais pendant toute l'année? Nous payons 245 $ par tranche. Bien, je voulais ajouter une chose en ce qui concerne notre formation. En dehors de la formation scientifique que nous avons, il y a encore une formation qui prépare l'étudiant à une éthique chrétienne, c'est-à-dire l'étudiant a une conscience chrétienne qui l'aide à être ce qu'on attend de lui dans son milieu. Bon, moi, je voudrais parler de mon domaine. Par exemple, moi, je fais le développement rural. En milieu rural, je suis non pas seulement un agent de développement, mais quelqu'un qui va là-bas avec une conscience pour aider la population à trouver son développement approprié selon le milieu, mais aussi à apporter non pas seulement la science, mais ce que j'ai acquis comme formation en tant que chrétien pour ce milieu-là. Je pense que ce qui est là, et c'est aussi important pour construire notre pays et faire quelque chose de sérieux. Parce que la science sans conscience, comme on le dit toujours, est une science... D'accord. Alors, vous faites l'anglais. Êtes-vous suffisamment équipé pour bien assimiler cette langue? Oui, merci. D'abord, je m'appelle James Luanza.
En ce qui concerne l'anglais dans notre université, je dirais, nous avons des conditions un minimum pour pouvoir bien comprendre cette langue nouvelle au sein de notre université. Il y a un laboratoire de langue. Nous avons un laboratoire de langue où les étudiants peuvent passer dans des groupes de 15 étudiants pour au fait apprendre cette langue. Et en plus de cela, je suis le président du club anglophone de cette université, lequel club a le rôle juste de préparer les étudiants à bien appliquer cette langue anglaise. Et quel anglais on enseigne ici? C'est l'anglais américain ou l'anglais de Grande-Bretagne? C'est la part même de l'origine de cette université. Je dirais que nous parlons l'anglais américain. Merci. Nous avons appris qu'il y a certaines organisations internationales telles que le HCR, l'OUA, l'OMS envoient un certain nombre d'étudiants ici à l'Université chrétienne internationale. Vous êtes de ceux-là? Vous n'êtes pas de nationalité zaïroise? Ah oui, je suis de nationalité étrangère. Je m'appelle Batekrez Birhagaz. J'ai eu la chance d'être recommandé par l'OIA, section BR. Vous êtes de quelle nationalité? Burundaise. Dès le début de l'université, après avoir attendu que l'université offre une formation qui permet à l'étudiant de pouvoir répondre aux exigences, à résoudre les problèmes, on m'a recommandé ici pour suivre la formation en développement. Et vous êtes boursier? Oui, je suis boursier de quelle organisation? L'OIA, par le biais du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Êtes-vous satisfait de votre séjour ici? Très bien, très bien, très bien. Merci. Quelques membres du corps professoral de l'Université chrétienne internationale du Zaïre ont accepté de s'entretenir avec nous sur les conditions de travail, l'encadrement, les enseignements, les supports didactiques. Nous allons commencer par le professeur Zéphirin Boudjana Bounianga, que je connais très bien, que vous connaissez aussi, parce qu'il est professeur à l'Université de Kinshasa depuis très longtemps, un mathématicien, professeur, physicien. Professeur, parlez-nous des conditions de travail ici à cette université, ainsi que du support didactique, encadrement des étudiants. Eh bien, merci beaucoup pour la question. Je dois dire qu'il n'y a pas très longtemps que je suis là. Néanmoins, je suis emballé de l'expérience. Avant de venir à votre question, pour peut-être éclairer la réponse, je dois vous dire qu'un aspect qui m'a toujours passionné dans l'enseignement universitaire, c'est l'esprit de défi. C'est l'esprit d'ambition qui semble trop malheureusement se perdre au sein de pas mal d'institutions de notre pays et pour les raisons que l'on connaît. Or, je me suis retrouvé ici devant une institution pleine d'ambition et pleine de projets extrêmement concrets. Voilà donc pourquoi j'ai accepté de venir, et en venant ici, je me suis senti de prime abord apparemment très satisfait à cause justement de la qualité moyenne des étudiants que j'ai rencontrés. Quant aux conditions de travail, je dois dire qu'elles sont comparativement à beaucoup d'institutions de la place, elles sont comparativement meilleures. Meilleures pourquoi? Parce que essentiellement le nombre d'étudiants que nous avons à encadrer est beaucoup plus réduit par rapport donc, à ce que nous connaissons habituellement. Et puis j'ai lu dans les dépliants qu'on admet les étudiants ici sur concours. Là, je vous dis qu'il n'y a pas longtemps que je suis là, par conséquent ces détails-là je ne les connais pas encore très bien. Oui, moi je l'ai lu. Ah bon, merci bien, c'est encore une raison pour avoir une qualité nettement meilleure. En tout cas, l'impression que j'ai, comparativement à pas mal d'institutions de la place, la qualité moyenne semble bonne. Alors, pour en arriver maintenant, je ne sais pas si vous voulez que j'intervienne plus tard sur l'informatique ou bien maintenant. Oui, dites-nous dans l'ensemble, vos collègues enseignants sont-ils satisfaits des conditions de travail, c'est-à-dire le transport, l'encadrement, les salaires et tout. Il n'y a pas de revendications comme dans nos établissements du secteur public? Bon, je dois vous dire encore une fois qu'il n'y a pas très longtemps que je suis là, donc il y a pas mal de choses que je dois encore décanter pour savoir. Monsieur Pascal va nous en parler.
Merci beaucoup. Je pense que le problème majeur reste toujours, sans doute, le problème des transports, parce que l'université, pour le moment, plus ou moins en périphérie par rapport aux dimensions de la ville. Par conséquent, pour beaucoup d'entre nous, il y a les problèmes de transport, naturellement, qui se posent. On doit sauter de taxi en taxi à la longue, cela prend pas mal de temps. Donc ça, c'est certainement un des problèmes majeurs, surtout pendant la saison des pluies, c'est évident. En ce qui concerne vos enseignements spécifiques, n'est-ce pas, nous allons en parler tout à l'heure. Nous passons la parole à M. Kichisa Konde. Je crois que j'ai bien prononcé votre nom. Il est là. Oh oui, c'est moi Kichisa. Bon, et en fait, disons que... Vous assurez quel cours ici d'abord? Pour l'instant, comme disait le doyen Boutana, il n'y a pas longtemps que nous sommes là. Mais... vous êtes de l'université de Kinshasa aussi? Sur l'université de Kinshasa et le département de physique. Et le contact qui a été pris avec nous, c'est pour assurer des enseignements sur le hardware. Ça veut dire ceux qui ne parlent pas l'anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, cela signifie que nous allons être chargés de donner les enseignements qui se consacreront directement à la machine elle-même, c'est-à-dire la machine nue. Nous commencerons par la synthèse et la logique de systèmes électroniques. Et puis viendra ensuite l'électronique digitale, c'est-à-dire la partie électronique matérielle nécessaire pour fabriquer un ordinateur, toutes les parties qui composent la machine. Et puis nous terminerons par la programmation système, qui est en fait l'intelligence nécessaire pour conduire cette partie électronique. Et enfin, il viendra des cours sur les systèmes d'exploitation. Disons que ce qui nous intéresse, nous donc, c'est de démystifier l'ordinateur. Nous ne sommes pas tellement emballés par l'utilisation, mais nous espérons qu'au sortir de nos cours, un étudiant ne doit plus voir l'ordinateur comme une boîte noire. D'accord. Vous avez commencé il y a combien de temps exactement? Ici nous sommes là. Vous, non, pas nous, mais vous. Ben, moi, personnellement, ça fait 2 semaines qu'on a pris de contact avec moi et en principe, le cours, je dois le commencer maintenant. Oui, d'accord. Alors, Monsieur Nyenye, vous êtes chef de travaux. En quoi consiste votre travail ici? Ici, mon travail consiste à suivre des étudiants, les orienter vers le marché du travail, le développement rural. Vous savez, dans tous les pays du monde, c'est le développement rural qui résout les problèmes de développement. Qui sont ces problèmes de développement? Création des emplois et introduire des nouvelles technologies agricoles. Améliorer le revenu et des conditions de vie des populations rurales. Réduire les pires manifestations de la pauvreté, qui sont la sous-nutrition, la sous-alimentation, la faim, le chômage et l'exode rural. Comment résoudre ces problèmes de développement? Il faut commencer par la foresterie, car la forêt englobe le tout. Et ses ressources. Quelles sont les ressources forestières? Vous avez le sol, vous avez l'eau, vous avez la forêt elle-même et la faune. Puisque le tout se fait sur le sol. Le sol, c'est un support. L'agriculture est sur le sol. Avec l'agriculture, on a à manger. Parce que vous avez des produits. Les produits comme maïs, par exemple. Les produits comme le bois. Avec le bois, les femmes font des beignets, des hachis-kongs. Et avec le bois, on fait la pâte à papier. Et avec le bois toujours, on arrive avec du bois de construction ou papier, qu'on appelle la valeur ajoutée. Pour être concret, oui, vous êtes ici depuis combien de temps? À peine. Il y a une bonne semaine qu'on est allé me chercher en Brousse. En Brousse, où c'est exactement? Le plateau de Batéké. C'est fait des recherches au compte de l'Université de Montréal. D'accord. Nous reviendrons peut-être d'ici la fin de l'année pour savoir concrètement sur le terrain, qu'est-ce que vous faites avec des étudiants? Alors, professeur Edmond Poukou, vous êtes de l'université de Kinshasa aussi? Oui, de l'université de Kinshasa, du département de physique. Nous allons à peine commencer. Nous sommes dans un nouveau projet que le professeur Boutana voulait bien déballer ici. C'est en fait le projet d'informatique. Moi, je vais m'occuper plutôt de la programmation.
Nous sommes en train d'élaborer le programme. En fait, le programme lui-même n'est pas encore fait. Oui, d'accord. Et l'accueil, quelle impression cette université vous donne-t-elle? C'est la première fois que je suis arrivé ici. Bon, apparemment, le recteur est assez sympathique. Nous avons été bien accueillis. Donc, vous dites que le recteur est assez sympathique, mais ce n'est pas la sympathie seule qui suffit, mais vous avez pu visiter, n'est-ce pas, les laboratoires, les locaux, il y a un support matériel qui est quand même assez important, que l'université de Kinshasa n'a plus. On a visité le dépôt d'ordinateurs, ils ont quand même assez d'outils, je crois qu'on peut faire un bon travail, on pourrait bien encadrer les étudiants. Alors, Monsieur Pascal Ndengue Cheho, nous sommes à vous maintenant. Quelles sont vos fonctions ici? Vous secondez le recteur dans quelle discipline? Je dois préciser à l'intention des amis téléspectateurs que M. Pascal Ndengueho est un ancien ministre de l'information du Rwanda et actuellement il travaille dans le cadre de la coopération internationale et il est ici avec le recteur de l'université chrétienne internationale. Il va nous dire concrètement en quoi consiste son travail ici. Moi, je suis engagé comme professeur, mais le cas échéant, j'assiste dans quelques travaux ponctuels comme l'on me donne dans le cadre de l'organisation de l'université. Plus exactement, je suis comparatiste des systèmes d'éducation et j'ai une expérience avec une dizaine d'universités dans lesquelles j'ai travaillé ou d'institutions dans lesquelles j'ai travaillé. C'est dans ce cadre-là, donc qu'à côté des enseignements, je me suis occupé des inscriptions et des administrations. Et de l'administration, je me suis occupé du budget. Pour le moment, je me suis directeur du budget, mais c'est à d'intérim que je fais ces fonctions. Oui, d'accord. Êtes-vous content du travail que vous faites ici? Dites-nous très sincèrement, êtes-vous content du travail que vous faites au sein de cette université? Avec mon caractère ici, je n'étais pas content, je serais parti. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que dans une institution qui commence, il y a toujours des problèmes. Et c'est par les hommes que ces problèmes peuvent être résolus. Il y a des problèmes, effectivement, comme les collègues ont dit que je le dirais. Il y a des problèmes d'infrastructure qu'on essaie de résoudre actuellement. Comme vous avez remarqué, il y a 2 bâtiments que l'on vient d'avoir la permission de réfectionner et de toller. Il y a des problèmes matériels que l'on vient de résoudre en partie et sur lesquels on est, disons, sur la bonne voie de solution. Mais les problèmes restent, les problèmes de salaire, les problèmes de transport. Je crois que personne au monde n'est satisfait de son salaire. Et a fortiori, comme on l'a expliqué, personne au monde n'est satisfait de son transport. Et pour le moment, justement, nous venons d'apprendre que le transport sera augmenté conséquemment, mais c'est une question très cruciale parce que les gens n'habitent pas au même endroit et les gens, comme vous le savez, Kinshasa est très grand, les gens se plaignent toujours de ce problème de transport. Nous venons donc de savoir que le transport sera augmenté conséquemment. D'accord. Alors, une dernière question. Vous travaillez dans cette université depuis combien de temps? Je suis arrivé au cours de l'année académique passée. Je suis donc en 2e année de fonctionnement, donc avec cette année académique. Il y a d'autres professeurs qui, comme c'est un jour férié, ne sont pas présents, mais qui sont plus anciens que moi. En l'occurrence, vous avez le professeur Massamba, vous avez le professeur Kidinda, qui ont commencé avec cette université. Et malheureusement, comme c'était un jour férié, ils n'ont pas pu être disponibles. Si je l'ai été, c'est que j'avais quelques travaux à compléter. Mais nous avons beaucoup de professeurs qui ont commencé ici et qui continuent. Moi-même, donc, ça fait ma 2e année académique que je suis là. Merci beaucoup. Alors, professeur Boutiana, nous revenons à vous, mais très rapidement, dites-nous en quoi consiste votre module, votre département au niveau de la faculté des sciences. Eh bien, au niveau de la faculté des sciences, le département de maths et informatique a pour objet de former des informaticiens de haut niveau. De haut niveau parce que l'informatique est perçue trop généralement, hélas, comme étant une panacée universelle. Beaucoup de gens, notamment dans nos pays du tiers-monde, pensent qu'il suffit d'avoir 3 ordinateurs dans son entreprise pour que l'entreprise ait un visage nouveau. Ce n'est pas vrai.
Eh bien, ce que nous cherchons, ce que nous allons nous efforcer de faire, c'est de former des étudiants qui aient un niveau scientifique tellement élevé, qui soit le plus élevé possible dans ce pays. Nous voulons donc occuper les créneaux le plus haut possible dans ce pays, de telle façon qu'ils soient capables de concevoir des systèmes de gestion qui soient adaptés aux problèmes spécifiques qu'ils vont trouver dans le pays et qui sachent s'organiser en fonction du problème réel posé. Ceci implique automatiquement qu'ils aient aussi une très bonne dose de sciences de base. C'est comme ça que vous entendez parler de maths informatique. C'est plutôt informatique que maths pour le moment, mais une maîtrise approfondie d'informatique n'est possible que pour un étudiant qui a une base très approfondie de mathématiques. C'est comme ça qu'ils auront par exemple beaucoup de cours d'analyse naturellement, des cours d'algèbre, des cours de recherche opérationnelle, etc. Donc c'est l'objet, c'est de quoi? C'est quoi? C'est d'arriver à former des étudiants avec une culture informatique suffisamment évoluer pour qu'ils puissent s'adapter. Parce que comme vous le savez, tout est à faire dans nos pays. Il faut donc des concepteurs, des gens qui soient des inventeurs de des applications de leur propre métier et pas des imitateurs capables d'utiliser tel langage, tel logiciel, quoi que ce soit utile évidemment. Tel logiciel mis au point d'être chez un tel, chez un tel. C'est bien ça, mais nous pensons que ce créneau vaut bien pour d'autres écoles. Nous devons viser le plus haut possible. Voilà. D'accord. Pour atteindre vos objectifs, disons votre mission, est-ce que l'université a mis à votre disposition un minimum de moyens pour cela? Bon, le parc informatique, comme l'un d'entre nous vous l'a dit déjà, est certainement le plus important que j'ai jamais vu dans une institution quelconque ici à Kinshasa, au Zaïre en général. Donc le parc informatique est très important. Le personnel informatique existe sur place, vous avez vu quelques professeurs ici. Il y a aussi d'autres collègues, notamment le professeur Magna qui est responsable d'une grande partie de l'information des cours de mathématiques, qui n'est pas avec nous mais n'ont pas pu l'informer, et ainsi de suite. Quant aux autres cours, il y aura certainement d'autres cours pour lesquels nous n'allons pas avoir le personnel qualifié sur place, compte tenu de la hauteur de nos ambitions. Eh bien, pour cela, nous avons la promesse ferme que nous pourrons avoir de la part de la coopération américaine pas mal de possibilités de faire venir des spécialistes. Mais je pense que... Professeurs visiteurs. Des professeurs visiteurs, merci beaucoup. À l'encontre de ce qui se fait généralement, trop généralement, hélas, en Afrique. Vous avez suivi un jour ce livre écrit par un occidental qui parlait de coopération comme étant une colonie de vacances. Colonie de vacanciers. Je pense que nous n'aurons pas ces problèmes-là parce que justement maintenant, au niveau de la conception, de la programmation de ce qui doit être enseigné, nous nous employons à bien maîtriser nous-mêmes d'abord les intitulés ainsi que les contenus, de telle façon que lorsque nous allons inviter un professeur, nous soyons sûrs que nous voulons enseigner ceci, cela et non pas ce que monsieur voudrait enseigner. Et que lorsqu'il a terminé, nous voulons que au bout d'un temps aussi bref que possible, les enseignements qui soient évalués, mais aussi que l'enseignement soit sanctionné, si possible, par un livre, un écrit, qui laisse la trace permanente de la présence de ces spécialistes. Professeur, vous avez raison, parce que la plupart de nos compatriotes ont un certain complexe vis-à-vis des étrangers. Chaque fois quand on voit un professeur étranger arriver, on croit qu'il est plus compétent que les nationaux, et généralement, ils sont en tort. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci, monsieur. Qui est le fondateur de l'Université chrétienne internationale du Zaïre? Eh bien, il s'agit d'un jeune compatriote qui a été formé aux États-Unis. Il s'agit de M. Stéphane Nzita Kiakou. Il a une licence en chimie biologie, une maîtrise en santé publique, une autre maîtrise en théologie et un doctorat en éducation. Bonsoir, monsieur le recteur. Bonsoir, monsieur. Dites-nous, si vous voulez bien, commençons par l'historique de votre institution. Nous avons devant nous ce que Dieu peut faire à travers une personne. Nous avons terminé ici au Zaïre en 1979, quand le Seigneur nous a montré qu'il fallait une autre université. En ce moment-là, il n'y avait pas encore la permission d'avoir une université, mais un groupe de chrétiens a commencé à prier et à croire que Dieu allait répondre un jour. C'est parti aux études aux États-Unis avec l'ambition d'avoir une université en 1981 et nous avons eu un groupe de professeurs qui étaient intéressés.
On m'a demandé de commencer par voir si on pouvait faire les formalités pour avoir une université au Zaïre basée sur les lois du pays et ce qui existe sur le pays. Alors nous sommes venus 2 fois au pays, en 93, en 83, 84 et 85. On est venu examiner la place et voir les autorités de la place si on peut avoir une université. Par la grâce de Dieu, en 87, c'était évident que le pays était ouvert à permettre qu'on ait des universités privées. Nous avons eu les contacts avec 495 professeurs américains qui ont servi de conseillers et qui ont promis chacun de donner au moins 1 mois aux Zaïre pour former nos étudiants. C'était avant les premiers pillages. On voulait venir alors avant les premiers pillages. Vous savez ce qui est arrivé. On a pensé que Dieu a voulu qu'on attende un tout petit peu. De là, nous sommes venus en 91 pour voir la place une dernière fois et on était sûr que Dieu voulait qu'on commence. On voulait commencer juste 2 semaines avant le 2e pillage. Mais de là, on a dit qu'on ne sera pas arrêté par les négatifs ou par l'ennemi, que l'heure que Dieu a promise pour cette école était venue. Nous avons ouvert juste après les premiers pillages. Ce qui veut dire que le 2 avril 1993, nous avons ouvert l'année académique, malgré qu'il y avait encore l'insécurité au pays. Nous avons senti que Dieu nous appelait à ouvrir l'école. Alors, c'est parti d'une vision que le Seigneur a donnée. C'est parti d'une obéissance que nous devons au Seigneur, disant que formez-moi une école où les gens seront formés, de devenir des gens compétents, mais aussi des serviteurs. Voilà donc, en bref, l'historique de l'université. D'accord. Alors, quels sont les objectifs que vous assignez à votre institution? Nous assignons 3 objectifs. D'abord, nous sommes partis d'une manière théologique, une manière historique. C'est que quand Livingstone, un parmi les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique, sont venus ici, ils sont venus avec une philosophie qu'il fallait 3 C. Avec les 3 C, qui voulait dire en premier lieu qu'il fallait, pour donner la dignité à l'homme noir, il fallait d'abord lui donner une civilisation. Ce qui lui donne la chance de lire, d'écrire et de savoir l'hygiène. Le 2e C, il disait, il fallait à tout prix lui donner le christianisme, c'est-à-dire une notion de qui est Dieu, qui l'a créé, pourquoi il est là. Et le 3e C, c'était le commerce. C'est qu'il fallait que notre partenaire africain soit ouvert au commerce. Malheureusement, le 3e point était négligé. Le 2e point était bien suivi, mais les premiers points n'étaient pas bien suivis non plus. Nous remercions le Seigneur ce qu'on vient de faire. Beaucoup de choses viennent d'être faites, mais maintenant, à la fin du XXe siècle, quand nous introduisons les Zaïrois au XXIe siècle, nous pensons qu'il faut redéfinir notre rôle en tant qu'enseignant. Donc, le premier but de cette école, c'est créer d'abord un dialogue intercontinental où l'étudiant zaïrois ne va pas se sentir complexé devant un étudiant américain ou canadien. C'est ainsi donc, notre premier objectif, c'est balancer, donner un dénominateur commun entre nos étudiants du Zaïre et nos étudiants aux États-Unis. C'est ainsi donc qu'il y a ce parallélisme, si vous voulez, entre leurs universités et les nôtres. En 2e lieu, nous voulons former un étudiant qui va résoudre les problèmes réels du pays. Ça, c'est très important. Parce que nous avons des consultants, par exemple, qui viennent des États-Unis, qui ont une autre philosophie de vie. Et prendre quelqu'un du milieu, c'est autre chose. Mais nous, il faut que c'est quelqu'un du milieu ait, n'est-ce pas, les outils qu'il lui faut à définir les problèmes, à résoudre les problèmes et à combattre s'il faut combattre, et à tel point que le développement devient une réalité. Ça, c'est le 2e but. Le 3e but, c'est que nous voulons voir un peu plus loin. L'étudiant zaïrois a contribué au monde. Nous pensons qu'avec ça, notre étudiant qui est formé comme un ingénieur va être réel, pratique et aussi contribuer au développement du monde. Mais pour tout finir, nous voulons que les Zaïrois soient inclus au marché mondial. Ce marché devient très compétitif. Alors, pour être compétitif, il faut lui donner les mêmes outils que son collègue qui est aux États-Unis. Voilà en bref les objectifs que nous voulons atteindre. Nous croyons donc la science. Il faut la science au vrai sens du mot. Il y a une blague maintenant qui règne au pays avec une blague sur l'université. Nous pensons que l'université c'est quelque chose de très sérieux auquel il faut apporter un investissement très sérieux.
Vous avez vu par exemple que nous venons de mettre un minimum de 255 000 $ en équipement. Et avec ici, j'ai encore ces comptes qui arrivent avec au moins 1 million de $ en équipement. Parce qu'une université, c'est quelque chose de très sérieux où il faut investir. Mais alors nous croyons donc à la science, à la foi et au commerce. Voilà en bref. D'accord, monsieur le recteur, j'allais vous poser la question de savoir si pour réaliser tous ces objectifs, vous aviez les moyens. Mais vous venez de répondre vous-même à cette question parce que dans nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire du secteur public ici au Zaïre, eh bien tous ces établissements butent à un problème réel des moyens, aussi bien en support didactique, laboratoire, bibliothèque, ce que nous avons vu chez vous ici, les professeurs l'ont dit, n'existe plus dans les universités du secteur public, les instituts supérieurs du secteur public. La même chose pour un minimum de moyens financiers pour pouvoir financer certains travaux, n'est-ce pas, acheter les fournitures des bureaux, les transports, cela manque parce que ces établissements n'attendent que les subsides de l'État qui ne viennent plus depuis 1990. Alors, nous allons passer maintenant à une autre préoccupation pour toute institution universitaire, l'organisation des enseignements. Comment avez-vous organisé les enseignements au sein de votre université? Ouais, une fois de plus, c'est là notre différence. Nous avons pensé que, comme nous venons de commencer une nouvelle université, on ne peut pas s'hasarder à aller recruter les gens dans la rue comme sont vendus de Chikwang. Une université, c'est une affaire sérieuse. Alors chez nous, d'abord, je commence par les processus de devenir un professeur chez nous. En premier lieu, celui qui a un doctorat, seulement celui qui a un doctorat peut donner cours chez nous. Alors, nous voulons qu'il soit bilingue. Nous pensons qu'on ne doit pas prendre n'importe qui pour donner cours parce qu'on doit donner cours. Mais alors, quand la personne s'amène chez nous comme un professeur, il vient en premier lieu, avant de donner son cours, j'ai par exemple cette farde, où nous avons tous les cours qui doivent être donnés en cette année-ci. Ça, c'est donné au rectorat, confirmé par nos collègues du Canada. Nous avons dans chaque département de l'université. C'est le programme de cours. Ça, ce sont les cours qui doivent être donnés. Ici, c'est confirmé par un comité de 23. Et dans chaque département, nous avons un chef de département aux États-Unis ou au Canada qui nous sert comme un conseiller particulier, qui analyse les cours. Mais alors, avant qu'un cours soit donné ici à notre université, par exemple, je vous donne un cours par hasard, comprendre la physiologie appliquée aux soins infirmiers. Ce cours a été donné à l'Université de Québec à Trois-Rivières, notre partenaire. Nous remettons au professeur, les livres qu'il va utiliser. Deuxièmement, nous lui disons quels sont les objectifs spécifiques de ces cours-là. Quelle est la stratégie pédagogique qu'il doit suivre par rapport à ses collègues. Et nous montrons quels seront les contenus en détail de ce qui va être donné. Et en troisième lieu, nous parlons comment est-ce qu'il va évaluer les étudiants. Et alors, quelles sont les références. Nous leur apportons les livres. Mais alors, pour garantir que les professeurs qui n'ont pas conçu ceci était conçu par nos collaborateurs, mais il a la même compétence académique que celui qui a donné ces cours, nous demandons que les syllabus, qu'on appelle ces syllabus, qu'on appelle notes de cours, viennent d'une manière progressive. C'est-à-dire que quand le professeur a fini de donner son cours, nous voulons qu'il vienne au bureau, remettre ses notes de cours, ce qui nous garantit qu'il a préparé ses cours. Et de là, on donne ça à la secrétaire qui dactylographie. Et une fois la dactylographiée, les étudiants ont eu la chance de confronter le cours 3 fois. La première fois, ils ont eu les professeurs s'amenaient en classe, donnaient les lectures. Et il a pris note, il est parti comparer avec d'autres étudiants ses notes. Mais avant qu'il y ait examen, nous voulons que l'étudiant soit exactement maintenant des notes que les professeurs ont données, d'une manière là, rétroactive, ce qui permet à cimenter l'information. Ça, c'est une partie de différence que nous avons ici. Les professeurs maintenant deviennent, quand ils progressent avec nous, ils seront évalués par des étudiants. Chaque professeur... Il y a une fiche de cotation des enseignants. Ça existait à l'époque de l'Université nationale du Zaïre. Mais chez nous maintenant, il est coté 3 fois. Un par les étudiants. Il y a 27 questions qui ont été préparées. À la fin de chaque cours, les professeurs sont cotés par les étudiants. Les professeurs sont cotés par son travail qu'il a fourni chez nous. Les contenus de son cours, comment il a donné ça. Et en plus, il est coté par le vice-recteur chargé de l'académique.
Ce qui nous montre maintenant qu'on a un partenaire au Zaïre. Ça, c'est la première étape. Même son paiement, son salaire, quand il vient, il est divisé en 3 parties. Première partie, c'est la présence au cours. Il doit être apte à payer. Deuxième partie, au fur et à mesure qu'il publie, ça c'est un tiers. Parce que chez nous, en fin de compte, quand on est professeur, ou bien vous publiez ou vous périssez. Ceux qui publient, nous avons l'argent pour qu'ils publient. Et nous voulons qu'ils publient. Et pour garantir la place chez nous, ils doivent publier. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième critère, nous pensons que chacun de nos professeurs doit être partie d'une recherche qui se fait maintenant quelque part. Donc, on les pallie avec les collègues des États-Unis ou du Canada. Comme ça, ils font des recherches ensemble. C'est ainsi que, par exemple, nous avons notre doyen de la faculté de médecine qui est parti à Cleveland. Nous avons payé pour lui. Nous payons les séjours pour lui. Nous allons tout faire pour lui. Notre but est celui-ci, qu'il soit en contact avec les autres. Qu'on ne pense pas que nous formons les sous-qualifiés. Nous voulons permettre que nous avons des gens qualifiés, tout ce que c'est le moyen. Donc, nous amenons les moyens pour eux. Ça, c'est une partie de différence quand on prend les professeurs. En deuxième lieu, chez nous, l'école est bilingue. C'est-à-dire que chaque étudiant qui entre chez nous doit finir par parler l'anglais, par comprendre l'anglais, par prendre des notes en anglais. Nous sommes l'unique école en Afrique centrale qui sont permis, par exemple, de donner l'examen de TOEFL que je garde dans mon bureau ici, par exemple. Et cet examen, par exemple, c'est l'examen qu'on prend à Zali. Mais nous payons de l'argent chaque trimestre afin que nos étudiants pratiquent cet examen chez nous. Beaucoup qui échouent l'examen d'anglais parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Nous les formons petit à petit. Chacun de nos étudiants sera formé à un certain point. Ce qui dit que quand ils viennent tous ensemble, nous éduquons par objectif. Chacun de nos étudiants fait partie d'un groupe de 12. Dans ce groupe de 12, ils vont apprendre soit l'informatique, ils vont apprendre l'anglais et ils vont faire des travaux pratiques. Encore une fois de plus, la différence, c'est que nous avons un mariage avec l'industrie. Nous pensons qu'il y a une partie théorique, mais aussi il faut que l'étudiant soit déjà lié à l'industrie dès les premiers jours. Ça, c'est très important, monsieur le recteur. C'est ce que nous appelons l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est ce que l'on remarque souvent dans nos institutions ici, qui transmettent des enseignements qui ne cadrent plus avec la réalité professionnelle. Exactement. C'est vrai, ça c'est notre but. Nous pensons que l'heure est passée où on forme des gens qui n'ont que des théories. Nous voulons former quelqu'un qui va résoudre des problèmes réels de sa société. Monsieur le recteur, j'avais préparé quelques autres questions sur le support didactique, laboratoire, mais ces questions sont tombées d'elles-mêmes parce que nous avons visité la bibliothèque, les laboratoires, les différents laboratoires, même les cliniques universitaires, et les professeurs nous ont donné des explications supplémentaires. Alors, nous allons passer, avant de nous parler des effectifs étudiants, enseignants, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter en ce qui concerne la formation, l'organisation des enseignements. Oui, je voulais dire aussi que chez nous, il y a une différence, c'est que nous voulons l'excellence. Pour réussir chez nous, l'étudiant doit avoir un minimum de 70%. Au lieu de prendre 12 cours à la fois, nous lui donnons 5 cours. Les 5 cours qu'il doit maîtriser dans 3 mois. Et ces cours, il ne doit pas sauter de chapitres. Il doit avoir tous les livres. Alors, un étudiant peut faire chez nous 3 ans, il est encore en première année. Parce que pour réussir, il doit rester dans chaque cours. Il n'y a pas de repêchage. Donc, nous passons par crédit. C'est un système américain qui permet que chaque étudiant maîtrise chaque cours qu'il doit prendre. Ça, c'est une différence. Deuxièmement, nous voulons aussi qu'après chaque année, l'étudiant va au stage. Donc, il y a un mariage très sérieux entre l'école et l'industrie. Et je parlais, par exemple, des gens de l'informatique qui travaillent dans un ordinateur qu'on appelle PDP-11. Avec cet ordinateur, nos étudiants vont résoudre un problème réel. Je n'ai pas encore informatisé l'école et je n'achète pas un software. Nos étudiants vont informatiser ça. Nos travaux de l'administration, ils sont en train de travailler. Vous avez un ingénieur américain avec eux, ils travaillent ensemble. Et une fois de plus, les gens de l'économie de développement et gestion des projets partent déjà dans la ville de Kinshasa et voir les gens qui sont sur le terrain, voir ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est un aspect qui est très important. Mais je voulais aussi dire quelque chose qui nous frappe. Nous avons une devise ici.
Nous voulons l'équité, la justice et l'égalité dans ce que nous offrons. Nous savons que nous offrons des choses qui sont importantes. J'ai une centaine de lettres de gens qui travaillent, qui veulent venir à l'école. Alors les conseils d'administration a jugé que dans 3 semaines, nous allons commencer, 3 semaines d'aujourd'hui, nous allons avoir ce qu'on appelle l'école de week-end, qu'on fait partout aux États-Unis et dans les pays développés, afin de permettre à ceux qui travaillent de suivre les cours seulement les week-ends et avoir la même formation. Parce que maintenant, on n'a que des gens qui ont leurs parents qui peuvent les supporter, qui viennent ici. Donc, nous attaquons maintenant, nous ouvrons nos portes aux gens qui travaillent. Et nous avons chargé une des personnes les plus compétentes du pays en domaine d'extension et de l'éducation formelle, Dr Kidinda, qui est le vice-recteur chargé de l'extension et de l'appui à l'industrie. Dr Kidinda est en train maintenant d'épanouir l'université aux gens qui, d'autrefois, seront rejetés afin de donner l'égalité et la justice et l'équité dans le domaine de l'éducation. C'est ce point que je voulais souligner. Et aussi annoncer que nous commençons le programme de MBA. Ça, c'est le niveau le plus important pour les gens qui sont dans le business. Ces 2 programmes vont exister d'ici 3 semaines quand je vous parle. D'accord. Alors, vous avez combien d'étudiants, combien d'enseignants ici? Les enseignants à temps partiel et à temps plein? Tous nos enseignants sont encore, à ce moment-ci, à temps partiel. Et nous avons 19 qui sont à temps. Oui, monsieur le recteur, vous avez combien d'étudiants à votre université et combien d'enseignants à temps partiel et à temps plein? Nous avons une 600aine d'étudiants. Nous avons 19 professeurs que nous, par base de leur horaire, que nous appelons à temps plein. Et nous avons des lectureurs qui viennent de temps en autre, soit des États-Unis, de la Suisse ou du Canada. En fait, vous collaborez avec quelles universités étrangères? Parce que vous parlez souvent des universités américaines et puis canadiennes. Oui, nous collaborons, nous avons des accords ou bien des contrats de collaboration avec 4 universités pour le moment et qui sera épanoui à 12 à partir du mois de janvier. Les 4 là, c'est lesquels? Les 4, c'est un Geneva College en Pennsylvanie et nous avons Liberty University dans l'État de Virginie et nous avons l'Université de Québec à Trois-Rivières et nous avons encore les Cleveland Clinics. Aux États-Unis. D'accord. Alors, monsieur le recteur, nous allons bientôt nous séparer. Un mot sur les conditions d'admission au sein de votre université, parce que tout ce que nous venons de voir, sûrement, ça va attirer un engouement vers votre université. Mais quelles sont les conditions d'admission pour tout étudiant? Nous avons changé les conditions d'admission à partir du mois de janvier. Il y aura un concours, mais nous demandons que la personne qui vient ici ait un diplôme d'État. Après, il va avoir au moins un semestre, lequel lui permettant de choisir les domaines qu'il veut. Mais pour le moment, nous demandons un diplôme d'État et un concours qui sera en mathématiques, en français et en anglais. Oui, d'accord. Alors, nous allons terminer par les perspectives d'avenir. Nous avons vu les infrastructures, les sites en général, les infrastructures. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont en construction. Quelles sont les perspectives d'avenir de l'Université chrétienne internationale du Zaïre? Nous sommes sûrs que notre Dieu est riche et notre Dieu est grand. Et les besoins au Zaïre est grand. Notre premier but, c'est de devenir une référence en Afrique centrale dans le domaine de la médecine, de la science et de la technologie. C'est-à-dire que nous pensons que plus jamais un Zaïrois ira en Belgique pour faire sa spécialisation en médecine tropicale. Ce qui est une ironie. La Belgique n'est pas un pays tropical. Nous voulons devenir l'école, la formation la plus importante en médecine tropicale. La référence. La référence, il faut le dire. Nous voulons aussi devenir l'école qui va amener la technologie de pointe. Nous ne voulons pas que les gens partent pour prendre le management dans les grandes universités des pays développés qui ne peuvent pas employer ici. Mais nous voulons quand même amener cette technologie ici afin d'amener beaucoup d'autres Zaïrois à apprendre ça. Et nous avons un programme de spécialisation, par exemple, qui va prendre les médecins qui ont terminé, qui vont suivre un programme de médecins des États-Unis qui viendront les former ici. Mais nous voulons devenir, comme je disais, une force pour le pays et une force pour les seigneurs. Nous pensons que à partir dans 3 semaines,
nous allons déjà épanouir à ceux qui ne peuvent pas venir ici la journée. Mais aussi, nous voulons mettre des extensions partout dans le pays. Dr Kidinda, une fois de plus, est chargé de voir où nous pouvons avoir l'extension afin de permettre que les autres viennent. Nous avons demandé à ce que l'État nous donne la chance d'avoir une télévision de l'école. Et nous avons l'équipement et tout est prêt à part la permission. Nous cherchons la permission pour avoir une télévision où nous allons présenter les problèmes de développement et de l'éducation. Parce que nous voulons attirer ceux qui sont dans les tréfonds de suivre certains cours par télévision. Nous avons demandé la permission pour la radio. Nous voulons avoir une radio de l'école. Et vous avez vu l'hôpital que nous sommes en train de construire. Nous voulons mettre un hôpital de 200 lits ici. Et nous sommes maintenant à 19% du projet. Nous pensons que dans 3 semaines, nous serons à 25%. Nous allons peut-être enlever les autres facultés ici pour les mettre ailleurs et garder ceci comme la faculté de médecine et l'hôpital évangélique universitaire de Kinshasa. Voilà, monsieur le recteur, nous vous remercions, chers téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons de terminer de visiter l'Université chrétienne internationale du Zaïre. Nous venons de nous entretenir avec monsieur le recteur Stéphane Nzita, c'est ça, monsieur Stéphane Nzita Kiakou, qui est très jeune. Il a une maîtrise en biologie, chimie-biologie, une maîtrise en santé publique, une autre maîtrise en théologie et un doctorat en éducation. Nous pensons que ce programme vous a plu. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.